Questions-réponses avec les journalistes. Mais voilà, depuis 3 ans et demi maintenant, une constante se dégage. Il y a plus de silence que de réponses, plus d'évitement que de clarification. Les dossiers sensibles, ils les balaient d'une pirouette. Les sujets polémiques, ils trouveront leur cadre approprié pour être abordés, dit-il. La moindre interpellation sur un sujet embarrassant se heurte à une barrière infranchissable, une langue de bois bien huilée qui frôle parfois l'absurde. L'exemple parfait reste cette déclaration devenue désormais culte. La démarche du poissonnier de Marrakech est en phase avec l'engagement du gouvernement. La phrase a fait le tour des réseaux sociaux, entre le déni et la maladresse. Et lorsqu'il se risque à sortir de son script, eh bien ça tourne mal. Souvenez-vous, en octobre 2024, Moustapha Baitas s'en prend frontalement à l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, lui reprochant de ne pas prendre en compte les efforts du gouvernement. Mauvais calcul, car quelques semaines à peine plus tard, Transparency International a enfoncé le clou avec un rapport accablant confirmant la persistance de la corruption au Maroc et surtout le manque d'une action politique efficace pour lutter contre le fléau. Mais alors, Moustapha Baitas est-il un simple fusible désigné pour encaisser les coups et les critiques? Son rôle de porte-parole fait-il de lui un bouclier gouvernemental ou une cible facile dans un exécutif où la communication est un chantier à l'abandon? L'autre question, c'est le contexte. Nous sommes en 2025, des législatives approchent et les partis de la majorité commencent à se positionner pour ne pas porter seul le poids des échecs du gouvernement. Dans cette bataille préélectorale, Moustapha Baitas se retrouve-t-il isolé, contraint d'assumer des discours que ses propres collègues refusent d'endosser? Et surtout, cette gestion défaillante de la communication gouvernementale traduit-elle au fond une difficulté plus profonde, celle d'un exécutif qui n'a jamais pu parler à l'opinion publique autrement qu'en temps de crise? Nous allons en parler ce matin en détail dans quelques instants avec vos deux décodeurs du jour, Brahim Rajdi et Amine Qarqash, juste après le point info signé Mourad Baba. A tout de suite. Bonne journée. Décodeur d'Atlantique Matin. Les décodeurs d'Atlantique Matin en ce lundi 17 mars 2025. Ravi d'accueillir sur le plateau, toujours à ma gauche, Maître Brahim Rajdi, avocat et membre du bureau politique de l'USFP. Bonjour, c'est Brahim. Bonjour, c'est Ali. Bonjour, c'est Amine Qarqash à ma droite, consultant en communication politique et en affaires publiques. Bonjour Amine. Bonjour Adil et bonjour Monsieur Maître Rachdi. Alors, j'espère que vous passez un bon lundi, que la semaine va bien se passer et il était temps de consacrer une émission au porte-parole du gouvernement. Ça fait 3 ans et demi que j'attendais ce moment.
Je lui ai laissé le bénéfice du doute. Il faut laisser les gens s'exprimer avant d'émettre un jugement. Et force est de constater, il y a un consensus, à savoir qu'en matière de communication, le gouvernement a failli à tous les niveaux. On essaie de rattraper les erreurs des premiers mois et des 2 premières années, mais force est de constater qu'en matière de communicationnelle, le résultat, il n'est pas ce qu'il devrait être. Maintenant, sur le cas du porte-parole du gouvernement, j'imagine que vous suivez vous aussi attentivement les points de presse réguliers, hebdomadaires de Mostafa Baïtas chaque jeudi. Ça devrait être en principe un lieu d'échange, d'interaction avec les journalistes. Et ce qu'on a remarqué, 2 choses. Une langue de bois qui commence à s'installer et qui devient ridicule, et puis surtout une salle qui se vide. Moi, j'ai en tête une image, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette image qui est très symptomatique et très symbolique. Un porte-parole du gouvernement, Mostafa Baïtas, devant une salle presque vide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de programmer ce sujet aujourd'hui pour essayer d'avoir votre avis par rapport au rôle qui devrait être celui du porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il est censé uniquement, comme il le fait aujourd'hui, donner des éléments de langage à l'issue de chaque conseil de gouvernement, ou est-ce qu'au contraire, il devrait pleinement assumer son rôle en portant réellement la voix du gouvernement et en répondant aux questions qui font mal ou qui ne font pas plaisir à ses collègues autres ministres de l'exécutif. Je commence par vous, Maître Brahim Rajdi. Qu'est-ce que vous pensez du cas Mostafa Baïtas? Moi, tout d'abord, je ne voudrais pas personnaliser le problème de la communication gouvernementale à M. Baïtas. J'y peux rien, il est porte-parole du gouvernement. Oui, d'accord, mais je pense que tout le gouvernement communique mal et très rarement. D'ailleurs, il faut qu'on se mette d'accord sur la signification du mot communiquer. Il y a une différence entre parler et communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Ça veut dire les connaissances que vous avez, vous allez mettre en commun. Souvent, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, se contente de parler de manière monodirectionnelle, comme s'il se parlait à lui-même, alors que communiquer permet à un émetteur et un récepteur d'échanger de nombreuses informations. Si vraiment le rôle du porte-parole du gouvernement se limite uniquement à venir lire un communiqué, ça ne sert absolument à rien. Or, la réalité politique à travers le monde veut que un porte-parole du gouvernement, c'est quelqu'un qui porte la voix du gouvernement. Ça veut dire qu'il est en mesure d'expliquer, de recevoir et de répondre aux questions directement. Et éventuellement de répondre à la place de ses autres collègues membres de l'exécutif. Il parle au nom de tout le gouvernement. Ça, pour le coup, il ne Mais le drame de ce gouvernement, pas le drame, le problème de ce gouvernement, c'est que la plupart des ministres ne communiquent pas, ne parlent pas. Et quand ils parlent, ils commettent des gaffes terribles. Rappelez-vous le cas du ministre de l'Enseignement. Quand une jeune députée du Parlement des jeunes lui pose la question orale au Parlement, et il perd les pédales, et il lui dit « oui, on va vous répondre par écrit ». Il y a beaucoup de cas comme ça qui montrent que le gouvernement a une insuffisance fonctionnelle, surtout, pose un problème de compétence. Ça ne veut pas dire que les gens du gouvernement ne sont pas compétents, mais il y a certains ministres qui ne sont pas à leur place. Je ne vous donne que 2, la santé et l'enseignement. On avait un ministre qui communiquait bien, qui a mené sous la direction de Sa Majesté le problème de Covid, le ministère de la Santé, on l'enlève. On avait un autre ministre qui a eu des problèmes extraordinaires avec les enseignants, qui a réglé le problème, M. Ben Moussa, et après, il est nommé ailleurs. On a un autre ministre... là, pour le coup, lui, il n'a pas été sanctionné, il était promu. Je vous ai dit, hors antenne, on ne change pas une équipe qui perd. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne expression, mais vous l'adaptez quand vous voulez. Une équipe qui gagne. Il y a d'autres problèmes. Et ça, attention, cette aphonie fonctionnelle ne touche pas simplement la majorité, mais aussi l'opposition. Je suis étonné de vous voir dire une telle chose, mais non, l'opposition, ça ne veut pas dire que parce que vous faites partie de cette opposition. On est dans l'opposition, mais on est l'un des rares partis qui communiquent. Bien sûr, oui. Ça ne veut pas dire que je suis satisfait des moyens, des médias que nous avons, mais nous communiquons tant soit peu.
Si le porte-parole du gouvernement peut parfois être inaudible, que dire de l'opposition? Depuis 3 ans et demi maintenant, elle est inaudible. La réalité, elle est là. Moi, je vous ai dit affonné fonctionnel. Ah, je sais. Votre réponse ne me surprend pas. Si vous aviez dit autre chose, là, pour le coup, ça aurait pu être surprenant. Mais peut-être qu'Amin Karkash aura un avis un peu plus nuancé sur le cas de Mostafa Bouattara, peut-être qu'avec un petit peu d'indulgence vis-à-vis du cas du porte-parole du gouvernement. Mais blague à part, qu'est-ce que vous pensez de son action, de sa façon de communiquer? Je crois qu'au-delà des points de presse de M. Baitas et de leurs limites, c'est d'abord la stratégie de communication globale du gouvernement qui est dysfonctionnelle sur au moins 3 plans. Premièrement, ce que j'observe, c'est que le gouvernement annonce plusieurs mesures techniques, mais il a du mal à intégrer ces mesures dans un narratif qui soit émotionnel, qui soit cohérent. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, et pour donner un exemple très concret, par exemple, lors du dernier remaniement ministériel, c'était une opportunité complètement manquée de la part du gouvernement de faire le lien entre ces nominations et sa capacité à accomplir ses objectifs de politique publique, ce qui a alimenté la perception que c'était des nominations partisanes qui servaient plus à protéger les intérêts politiques de la coalition au lieu de répondre aux préoccupations des Marocains. Et comme le gouvernement a du mal à intégrer ces annonces, ces mesures dans une histoire plus large, ça pose aussi l'enjeu de la connexion émotionnelle. C'est que le gouvernement a du mal à connecter avec le sentiment de colère qui règne aujourd'hui dans la population dans un contexte de crise du coût de la vie. Et ça, c'est fatal en termes de communication politique. C'est pas moi qui l'invente. C'est l'expérience, c'est beaucoup d'études expérimentales qui ont cherché à décrypter comment fonctionne le cerveau électoral et à quel type de stimuli il répond. Et ça ne sert à rien de déballer des chiffres et des statistiques pour, par exemple, dans le cas du Maroc, prouver que la situation va bien ou que les Marocains sont satisfaits. En fait, c'est que pour cultiver un lien de confiance avec les électeurs, il faut d'abord saisir quelle est leur émotion et développer un message politique qui connecte avec cette émotion-là. Et le gouvernement a vraiment une incapacité à dégager de l'empathie, en fait. Par exemple, j'écoutais il y a quelques jours le débat entre Maître Rachdi et M. Anas Biro, membre du bureau politique du RNI, et il commence son discours par dire que les Marocains sont contents. Déconnexion totale avec l'état de l'opinion publique. Donc, à partir de ce moment, plus personne n'écoute. J'ai envie de dire que ça dépend des jours. Quand il pleut, quand tout va bien, oui, les gens sont globalement heureux. Non, mais ce que je veux dire, l'état de l'opinion globale est insatisfaite concernant en tout cas, il y a une perception que le gouvernement n'en fait pas assez. Et cette perception, elle est d'autant plus renforcée par le retrait médiatique du chef du gouvernement. Parce que quand vous êtes face à une crise du coût de la vie, le retrait médiatique ne fait que renforcer l'idée que le gouvernement n'en fait pas assez pour contrôler la hausse des prix. Et il y a un adage en communication qui dit « si vous ne racontez pas votre propre histoire, c'est les autres qui la racontent ». Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que l'opposition est invisible, parce que le retrait médiatique du gouvernement, de façon générale, laisse un espace qui est beaucoup occupé par le PJD. Ah bon? Oui. Le PJD arrive à occuper un espace que le gouvernement laisse vacant et arrive à installer cette perception que la crise du coût de la vie est reliée à des enjeux de conflit d'intérêts, ou du moins de perception de conflit d'intérêts. Et ça met le gouvernement sur la défensive, et le gouvernement, en fait, accentue sa posture défensive avec une très mauvaise stratégie de relation avec les médias. Comme vous l'avez soulevé, les journalistes désertent de plus en plus les points de presse du porte-parole du gouvernement. Donc, premièrement, la façon avec laquelle... Non, mais je les comprends, et puis au fond, je les plains, mes confrères journalistes qui sont soit obligés, soit à qui on demande d'aller assister à ces points de presse, parce que, bon, d'abord, il ne s'y passe pas grand-chose. D'un point de vue journalistique, c'est très frustrant quand vous posez des questions et qu'en face, soit on vous répond à côté, soit on balaye d'un revers de la main la question posée. Et puis c'est pénible, c'est vraiment pénible. Un exercice qui consiste à lire un communiqué et puis à donner des éléments de langage qui sont quasiment les mêmes toutes les semaines.
Bon, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la communication que vous évoquez tout à l'heure. Justement, mais moi, ce qui m'a le plus... Mais peut-être que c'est assez symptomatique de la communication sous le mandat de ce gouvernement depuis 2021. Il y a un manque flagrant de communication. Bon, certains ils disent que on préfère l'action à la communication. La communication, ça reste de la communication. Mais il n'y a rien dans l'action, il n'y a rien dans l'action, il n'y a rien dans la communication. Ouais. Parce que quand on connaît le niveau de vie et la cherté des produits de base, c'est vraiment tout ce que dit le gouvernement, on n'a rien à voir avec la réalité. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que dans le monde de l'entreprise ou dans le secteur privé, ça marche, il faut agir, il faut avoir des résultats, mais en politique, la communication fait partie intégrante du rôle du politique. Le politique, quand il ne communique pas, il ne rassure pas, il n'interagit pas avec celles et ceux qui l'ont élu, et donc il faillit à sa mission principale. Dans la continuité de ce qui a été dit par dans la continuité... Tout d'abord, les apparitions mensuelles du chef de gouvernement au Parlement. Généralement, les questions sont connues à l'avance, les réponses sont biaisées. Et les questions n'ont rien à voir avec la réalité et le vécu des Marocains. En matière de contrôle du gouvernement par les députés. Les députés viennent avec une question. Il y a des questions orales, des questions écrites qui sont encore chez le gouvernement depuis au moins une année. Là. Il n'y a pas de réponse. C'est une question écrite. Mais je vais vous raconter l'anecdote de cette question écrite. Ce sont nos confrères d'As-Sabah qui ont relayé l'information. Une question écrite d'un député du PPS, il me semble, adressée à la ministre de l'économie et des finances, qui date de 48 mois. Et là, il vient de recevoir la réponse à sa question écrite 48 mois, 2 ans après. Non mais on est chez les fous. Ça me rappelle une autre anecdote. Dans l'ancien Parlement, avant, il n'y avait pas un délai pour répondre aux questions orales. Il y avait un député qui avait posé une question sur la sécheresse et la question a traîné pendant 1 année et demie. C'est M. Qabbaj qui était ministre. Et le jour où il a répondu, il pleuvait. Il dit Dieu a répondu à votre question. Non, mais justement, peut-être que celui qui a répondu a attendu qu'il pleuve pour répondre. Alors, regardez l'horloge, il est 9h. Oui. Ouais. Je suis obligé de vous arrêter. Mais je vous redonne la parole juste après le journal Premier Juré. Mourad Baba vient dans quelques instants pour un point info. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite.
De l'info. Les décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. La suite des décodeurs d'Atlantic Matin, en ce lundi 17 mars 2025, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, toujours avec Maître Brahim Rajdi et Amin Karkash, et on parle ce matin du porte-parole du gouvernement, de Moustapha Baitas, et de la communication gouvernementale plus globalement. Je vous ai interrompu, Maître Brahim Rajdi, juste avant le journal de 9h, donc je vous redonne tout naturellement la parole. C'est toujours dans la suite de ce problème de communication du gouvernement. Moi, il y a un spectacle qui me révolte un petit peu quand je vois comment les députés contrôlent l'action gouvernementale. Les questions orales sont des questions écrites. Le ministre répond sur la base de questions écrites. Le député réplique, la réponse est écrite aussi. Ça, c'est un spectacle désolant et ce spectacle a des conséquences très graves pour la mobilisation des Marocains dans le champ politique. Ça décrédibilise un peu l'action politique et ça risque de poser un gros problème lors de prochaines échéances en matière d'absentéisme. Parce que la parole du gouvernement n'est pas crédible. Ce qui fait que les Marocains commencent à douter de tous les politiques. Ils mettent tous les politiques dans le même sac et ils disent « Adakidir le politique ». Ça veut dire que implicitement, c'est des menteurs. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave parce que les partis politiques ont un rôle constitutionnel à jouer. Et c'est pour cela que le chef de gouvernement lui-même n'admet pas la contradiction. Rappelez-vous, quand il y avait la publication de l'avis du Conseil économique, social et environnemental du 5 mai 2024 sur le NIT, ça a entraîné le 9 mai une réaction. Il a fait des émules, justement, parce que la réaction de Moustapha Baitas, on revient au sujet du jour concernant l'instance de lutte contre la corruption, ça s'inscrit dans la même logique. C'est lui qui a ouvert cette porte, parce que qu'est-ce qu'il avait dit, le chef de gouvernement? Il a dit que le Conseil économique et social avait remis en cause sabote la partialité sabote le travail et parasite le travail du gouvernement. Juste après, on s'est attaqué à l'institution de lutte contre la corruption. On n'a pas pu le débarquer, mais on a touché sérieusement le budget. Non, mais ça c'est pas un jeu convenable. Je veux qu'on s'y attarde un petit peu sur cet épisode, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan un petit peu de la communication de gouvernement qui est incarnée par Moustapha Baitas. Il ne s'agit pas de personnaliser effectivement le débat, mais c'est lui qui est censé porter la parole du gouvernement. Et tout communicant qui se respecte sait très très bien qu'il ne faut pas succomber aux excès, parce que ça n'a aucun bénéfice pour l'action du gouvernement. Et c'est vrai que c'était tout sauf anodin lorsqu'il s'en était pris violemment à l'instance de lutte contre la corruption, d'autant plus que l'instance présidée par Bachir Rajdi, je ne sais pas s'il y a un lien de... Il est trop bien, mais... d'autant plus que ce rapport... était vraiment, parce que pour l'avoir consulté, il n'était pas si critique que ça. Il disait juste que la corruption reste endémique dans le pays, qu'il faudrait améliorer la situation. Rien de dénigrant pour l'action politique. Et c'était un mauvais calcul parce que quelques semaines à peine après, vous avez le rapport de Transparency International. Alors eux, pour le coup, ils sont très critiques envers l'action gouvernementale et ça donnait du crédit à ce que disait l'instance de lutte contre la corruption. Oui, Amine. Justement, c'était une erreur ? C'est une erreur stratégique, en fait. J'exagère quand je dis c'est peut-être une erreur stratégique, mais c'est une erreur politique, clairement. C'est contre-productif pour le gouvernement de s'attaquer frontalement à l'instance qui lutte contre la corruption, parce que, premièrement, ça alimente la perception que le gouvernement masque des problèmes, que le gouvernement échoue à lutter efficacement contre la corruption. Ça alimente aussi la perception que le gouvernement, au lieu de s'en prendre aux racines du problème de la corruption, il s'en prend à ceux qui dévoilent les problèmes. Donc, peut-être, ça alimente la perception que le gouvernement protège indirectement ceux qui s'adonnent aux actes de corruption. Du moins, c'est une perception qui est alimentée. Et donc, du coup, comme je le disais, c'est très contre-productif comme façon de faire, alors que le gouvernement aurait pu se mettre l'instance dans la poche. Il aurait pu très bien dire, écoutez, il y a un problème, on va travailler avec l'instance pour le régler, et voici ce que le gouvernement fait. En fait, c'est que le gouvernement voit les choses de façon très binaire.
ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Et cette opposition, ou plutôt cette confrontation stérile, est contre-productive parce que le gouvernement peut s'appuyer sur les recommandations, sur le rapport de la commission ou de l'instance, pour dire que voilà, l'instance dit qu'on fait des choses, c'est peut-être pas encore suffisant, mais on est dans la bonne direction. Et ça permet de neutraliser la crise au lieu d'en créer une. Et finalement, je parlais de connexion émotionnelle, là où le gouvernement a le plus de difficultés. En fait, le discours du gouvernement crée une dissonance cognitive. Et ça brise en fait un principe de base dans la communication narrative qu'on appelle la congruence et l'incongruence. Alors, je vais éviter de trop m'enfoncer dans les jargons. C'est encore trop tôt le matin pour... C'est un lundi matin, il voilà. ne faut pas trop... Mais la façon de simplifier ça, c'est de parler de dissonance cognitive. Parce que quand vous abordez de front les Marocains en leur disant que les Marocains sont contents, que l'économie, que le coût de la vie, par exemple, que l'inflation est contrôlée, même si techniquement, le taux d'inflation est baissé, a baissé au cours des derniers mois. Mais le ressenti est autre. Voilà, en fait, quand vous avez un message qui est déconnecté avec le ressenti, ça crée une dissonance cognitive, et cette dissonance cognitive, elle mine la confiance des Marocains et limite la capacité, en fait, des Marocains à adhérer à l'action du gouvernement. Et mon dernier point, c'est le suivant, c'est que aujourd'hui, le gouvernement, justement, il a un problème de lien de confiance qu'il doit cultiver, et pour le cultiver, moi, je crois que le gouvernement doit s'appuyer en fait sur le nouvel écosystème médiatique qui se développe au Maroc, qui est beaucoup plus fragmenté et décentralisé, notamment avec l'émergence des podcasts. Et il doit justement s'appuyer sur ces podcasts, entre autres, pour élargir... Oui, mais si c'est pour tenir le même discours de non-vérité, voilà. Ça ne sert à rien. Non, mais justement, c'est ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas. Ils ont investi tous les terrains. Les médias classiques, les médias alternatifs, les nouveaux médias. Mais l'alternative pour moi, c'est d'élargir la discussion au-delà de la politique partisane et de parler en fait de la personne. Par exemple, M. Arnoux, je pourrais se présenter et parler de lui. C'est quoi son équipe de foot préférée? Raconter sa vie personnelle. Mais c'est le genre de storytelling qui permet de nouer le lien de confiance. Je pense qu'un démocrate doit accepter la contradiction. Et après l'information de M. Karim Delaunay. Je vous donne la parole. Bien sûr. Voilà, vous avez tout compris. Vous êtes un habitué. Vous avez tout compris. 9h15. C'est l'heure du point info de Karim Delaunay. À tout de suite. Atlantique. Les décodeurs d'Atlantique Matin. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Amine Karkash et Maître Brahim Rajdi. La parole est à vous. Une petite conclusion. Je suis un petit peu choqué par ces querelles stériles qui ne facilitent pas l'adhésion des masses des citoyens marocains à la politique et décrédibilisent les acteurs politiques et rendent leur discours archaïque, inaudible et inadapté à la réalité, aux problèmes essentiels des citoyens. Ça, je pense que tout citoyen marocain, tout patriote doit vraiment
s'inscrire dans cette phase pour lutter contre ces choses-là, pour ne pas démotiver les Marocains. Et malheureusement, rien n'est fait dans ce sens. Alors, on va rapidement, j'ai 2 questions à vous poser. D'abord, sur cette phrase devenue culte désormais, que j'ai citée en introduction, concernant l'affaire de ce vendeur de poissons à Marrakech, qui a bradé les prix, notamment des sardines à 5 dirhams, etc. Bon, il y a eu une question qui a été posée à Mostafa Bouitas lors d'un point de presse sur ce que révèle cette affaire, au fond, à savoir les spéculateurs et les intermédiaires qui plombent les circuits économiques. Et la réponse de Mostafa Bouitas, je vous la redonne, la démarche du poissonnier de Marrakech est en phase avec l'engagement du gouvernement. Ça fait sourire les uns, ça fait pleurer les autres, mais ce qu'il en reste n'est pas très glorieux. Est-ce que c'est... Là, on a atteint un niveau... où la déconnexion totale entre le discours politique et la réalité est mise en lumière devant tout le monde. Amin Kharkash. Effectivement, c'est une mauvaise tentative de récupération politique de la part du gouvernement. Et au-delà de ça, en fait, il y a des lumières jaunes, voire des lumières rouges qui s'allument concernant la prochaine élection pour le RNI. Moi, je crois que la prochaine élection, celle de 2026, sera tirée par les forces du changement, vu le contexte dans lequel le crise du coût de la vie alimente le taux d'insatisfaction des citoyens. Et si la tendance se maintient, c'est-à-dire si le RNI ne modifie pas de façon sérieuse sa stratégie de communication, la question de l'urne qui risque de se poser, c'est moins est-ce que le RNI doit ou ne doit pas rester, mais c'est plus qui va remplacer le RNI et quel type de changement les Marocains veulent. Et le défi pour le RNI va être d'incarner le changement afin de contenir le taux d'insatisfaction des Marocains. Et ce n'est pas en faisant de la récupération politique de dernière minute qui va réussir à... en fait, ça ne remplace pas un réel plan pour lutter contre la crise du coût de la vie et ça ne remplace pas une réelle stratégie de communication. Mais tiens, en parlant de la prochaine échéance électorale, ça approche très vite. On est à 1 an et demi des prochaines élections et j'ai remarqué quelque chose. Parce que bon, si on regarde la configuration politique actuelle, il est fort à parier que c'est l'un des 3 partis de la majorité actuelle, je ne dis pas ça pour vous chagriner, mais c'est la réalité, qui sera en mesure de peut-être briller lors des prochaines élections. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que certaines figures des autres partis de la majorité, du PAM et de l'Istiqlal, mais surtout du PAM, commencent à prendre leur distance par rapport au RNI, et notamment sur cette question du défaut de communication. J'ai en mémoire, j'espère ne pas me tromper, mais de Mehdi Ben Saïd, qui déplorait le fait que ses collègues ministres, sans les nommer, ne prennent pas assez la parole pour expliquer, pour vulgariser leur travail. Malheureusement, quand ils prennent la parole, ils disent des choses qui ne sont pas admissibles. Qui ? Je vous donne un exemple. Monsieur Mzour, lors d'une émission télévisée, il avait dit, pour la cherté des viandes rouges, il y a 18 spéculateurs, on les connaît. Oui. Monsieur le ministre de l'Agriculture... Pourquoi c'est inacceptable, ça ? J'en termine là. Oui, allez-y. Monsieur le ministre de l'Agriculture vient nous dire il ne connaît pas les spéculateurs. Il n'y a pas de spéculateurs. Alors qu'ils se mettent d'accord. Parce qu'il y a une solidarité gouvernementale. Si un ministre dit il y a 18 spéculateurs, l'autre c'est dans le journal Sabah, il l'a dit lui-même. Non, il n'y a pas de spéculateurs, on ne comprend plus rien. On en a fait une émission. On ne comprend plus rien. Et l'autre question que vous voulez poser, là, c'était quoi ? C'était par rapport à certaines figures de la majorité gouvernementale, du PAM notamment, qui se démarquent par rapport à... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Si on supprime l'argent dans les élections, l'argent sale qui est utilisé dans les élections, on aura d'autres résultats. Parce que les dernières élections de 2021, l'argent a coulé à flot. Et c'est pour cela que j'ai dit ailleurs qu'il n'y a aucune réforme sérieuse en matière de changement du code électoral pour éviter que l'on, vraiment avec un taux d'absentisme très, très, très important, même pas 17% qui ont voté dans la réalité. Donc, s'il y a l'argent encore, votre prophétie peut se réaliser. Mais si on supprime l'argent et on revoit le code électoral, il y aura d'autres surprises, monsieur Hadi. Ce n'est pas une prophétie ou un souhait, mais c'est juste une projection factuelle compte tenu des différents éléments dont je dispose aujourd'hui. Peut-être que je me trompe,
mais tous les gens sérieux qui s'intéressent à la question estiment qu'effectivement ça va se jouer entre les trois. Le citoyen qui a vendu sa voix à 400-500 dirhams en 2021, avec ce qui s'est passé actuellement, s'il la revend en plus, ça veut dire que c'est la fin de la politique. En parlant de corruption, à chaque fois on dit la même chose. Et le corrupteur et le corrompu sont tous les deux responsables et coupables de l'acte de corruption. Il y a eu des sanctions, mais pas pour d'autres raisons. Oui. Bon, il nous reste moins de 10 minutes. Vous voulez qu'on parle de Donald Trump ? Parce que j'ai vu une déclaration assez intéressante, assez intrigante d'ailleurs, concernant l'action du président américain, qui serait plus nocif, plus dangereux que le Covid pour l'économie mondiale. Et il me semble que c'est le représentant de la BCE qui l'a déclaré. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de réalité dans cette prise de parole et dans cette phrase. Chacune de ces mesures, chacune de ces prises de parole fait vaciller les marchés boursiers à l'échelle mondiale. Des économies entières s'inquiètent. Des pays aujourd'hui sont à la limite de la rupture ou de la catastrophe économique si effectivement les menaces de Donald Trump sont exécutées. Quoique, ces derniers temps, on a vu qu'on était plus dans le grand bluff que dans les actions concrètes pour contraindre ses adversaires ou ses partenaires à faire ce qu'il a envie de faire. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'effectivement, c'est un danger public pour l'économie mondiale, Donald Trump, que ce soit à travers ses menaces ou les mesures qu'il prend, ou est-ce que on est dans l'exagération du représentant de la BCE ? Bon, je crois que pour remettre un peu les choses dans leur contexte, M. Trump a été élu sur la promesse de rebâtir l'industrie manufacturière aux États-Unis et de relocaliser les emplois. Donc M. Trump, pour accomplir cet objectif, il estime que les principes de gouvernance du système commercial international, tels qu'ils ont été créés par les États-Unis, entre autres, et tels qu'ils ont fonctionné ces dernières années, ne sont plus compatibles avec cet objectif. Mais c'est ça qui est paradoxal, parce que c'est un système qui est favorable aux Américains, à la base. En fait, c'est un système qui est favorable. Je ne sais pas à quel point il est favorable. Vous venez de le dire, c'est eux qui l'ont imposé. Oui, mais ils l'ont imposé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont joué... ça ne veut pas dire qu'ils ont respecté les règles du jeu, du commerce international pendant toutes ces années. Et je crois que si on compare un peu M. Trump avec M. Biden, par exemple, M. Biden partageait cet objectif. Mais lui, au lieu d'y aller agressivement avec des tarifs, il préférait plutôt injecter des subventions dans l'économie américaine pour aider les entreprises à redévelopper justement le secteur manufacturier. Donc, M. Trump est en train de complètement déstabiliser le système commercial international. Et effectivement, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées d'une part et d'autre que tout le monde peut être impacté, notamment nous. Voilà, mais maintenant la vraie question qui se pose, c'est en fait, parce que tout ça, bien sûr, a un prix politique pour M. Trump. Parce que oui, il a été élu pour rebâtir l'industrie manufacturière, mais il a aussi été élu pour rendre la vie plus abordable aux Américains. Et ça va être, en fait, à quel point M. Trump va résister aux pressions internes, que ce soit de ses entreprises, de ses électeurs, des consommateurs, de ses propres élus républicains, à quel point il va résister aux pressions internes pour maintenir ces tarifs. Parce que lui, il n'a pas résisté longtemps. Le report des taxes imposées au Canada rentre dans cette logique, parce que les industriels, notamment les travailleurs du secteur automobile américain, se sont opposés à cette... C'est une question de rapport de force politique. M. Trump veut imposer un nouveau système, M. Trump veut imposer une nouvelle logique économique, et cette logique-là, il faut qu'il ait les coups des franches sur le plan politique. Maître Brahim Rajdi, là je me tourne vers le professeur d'économie que vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Trump ? Il y a un attelage, Trump et Musk. Oui. C'est pas Trump qui décide, vous l'avez vu même dans les conférences importantes. Si, c'est lui qui décide. Non, même dans les conférences importantes, c'est le vice-président qui est avec lui, qui parle en sa présence. Nous l'avons vu quand il avait reçu Zelensky. Oui, mais c'est Donald Trump qui décide. Oui, c'est décide. Aujourd'hui, je pense que l'attelage Trump-Musk constitue un danger pour l'Amérique qui est devenu insondable. L'Amérique est devenue insondable. D'ailleurs, la bourse de New York commence à chuter. Après 2 mois de prise de fonction,
Il a pris des décisions et contre-décisions avec les relations avec le Canada, avec tous les pays. Il n'y a pas une continuité, il n'y a pas une ligne politique et économique de M. Trump. Moi, ce qui me fait peur, c'est que cet attelage est baroque, il est bizarre. L'attelage Trump-Musk est bizarre. Musk, il est même impliqué dans des problèmes d'initiés en matière de monopole sur certaines techs. Ça, c'est un problème qui va avoir des répercussions négatives sur l'économie américaine. D'autant plus que aujourd'hui, avec les décisions de Trump et le revirement qu'il prend le lendemain, il y a seulement un contre-coup. Ce sont les juges qui annulent un certain nombre de décisions de Trump qui n'ont pas un sens économique, qui ne sont pas bénéfiques pour les Américains. Les Américains commencent à se poser des questions pourquoi ils ont voté pour Trump. Et nous allons le voir lors des prochaines élections midterm. Vraiment, il y aura beaucoup de problèmes. On en est très très loin. Le Parti républicain est inexistant. Il est actuellement dominé par MAGA. Make America Great Again. Ça y est, c'est le parti qui remplace le Parti républicain. Et les députés ont peur de Trump parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus. Ce qui fait que cette situation a des répercussions sur le plan international. Et aujourd'hui, en Europe, on considère que Poutine, Trump peuvent vraiment être à l'origine, déclenche une troisième guerre mondiale. C'est lui qu'on a parlé. C'est Trump qui a parlé de la troisième guerre mondiale. Mais il en parle pour dire qu'il fait tout pour l'éviter. C'est pas la même chose. Mais le sursaut, c'est que les Européens commencent à bouger et à avoir leur défense. Merci beaucoup, messieurs. 9h30, c'est la fin déjà de cette émission. On aurait pu continuer d'en parler, mais il faut rendre l'antenne à un moment donné. Merci beaucoup, Amine. Merci, Maître Ebrahim Rajdi. Merci, Saadi. Bon lundi, bon début de semaine. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour d'autres sujets de débat sur Atlantic Radio.